15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, comédienne, actrice chevronnée, multiprimée. Elle a joué plus de 500 fois au théâtre dans la vie devant soi. Désormais, Myriam Boyer est sur scène pour Juste un souvenir, une lecture de texte de Jean Cocteau, Boris Vian, Marcel Mouloudji, Charles Trenet ou encore Louis Aragon. C'est le dimanche à 15h au théâtre Poche Montparnasse. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. David Ababou une nouvelle fois pour nous parler de l'association Keren Al-Rajbi. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Myriam Boyer. Bonjour. Alors vous me disiez c'est pas une lecture et vous avez tout à fait raison de corriger. C'est pas une lecture puisque tout est de tête, donc ce n'est pas une lecture. Et en effet, puisque j'ai vu moi-même ce seul en scène, on peut appeler ça comme ça, et bien je vous félicite. On va en parler bien sûr dans un instant, parler de votre actualité, mais aussi envie de savoir en quelque sorte qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, si vous nous le permettez. Pour ce faire, je vous demanderai tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je dirais justice, je dirais tendresse et je dirais rigolade. Rigolade. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Myriam Boyer, le début, toujours le début. Myriam Boyer, vous êtes née un 23 mai dans le 2e arrondissement de Lyon. Dans ce seul en scène, il est question justement de souvenirs et j'ai envie de vous demander quels sont vos souvenirs de petite fille, comment vous étiez petite, comment vous grandissez. Je viens d'un milieu qu'on trouve très rarement dans nos métiers, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est ce qu'on appelait le sous-prolétariat. C'est-à-dire que c'est même pas des gens qui vont travailler, qui gagnent leur vie petitement, c'est carrément hors. Ils sont dehors. Et j'entendais le mot misère à longueur de journée. Mais par contre, je tapais du pied en me disant, moi, je m'en fous, quand je serai grande, je serai heureuse. Et je me suis bien débrouillée avec ça. Mais c'est vrai que c'était un milieu très dur justement de pas de moyens, mais à un point qui est assez dramatique, c'est sûr. Mais je l'ai pas vécu comme ça parce qu'il y avait plein d'amour. C'est ça, ça ne vous a pas empêché de grandir correctement, même au contraire, puisque l'amour a tout fait. Exactement. Il a tout remplacé, comme on dit. Vous savez, il n'y a pas mieux que l'amour. Alors, vous commencez à travailler toute jeune. Oui. Vous avez 16 ans, je crois savoir, comme d'abord dactylo-facturière pour plusieurs marques, on va dire ça comme ça, plusieurs entreprises, ou encore dans une bijouterie. Et je crois savoir qu'à 17 ans, alors que vous êtes en convalescence, il y a une sorte de révélation, en tout cas quelque chose qui arrive et vous vous dites sans doute, peut-être que c'est ça que je veux faire. Mais ça, c'est vous qui allez nous le dire. Oui, en effet, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais partie pour travailler. D'ailleurs, j'étais très heureuse parce que je rapportais un salaire, justement. C'était un très bon métier, dactylo. Hein. C'était, pour moi, c'était une réussite, quelque part, puisque personne n'arrivait à faire quoi que ce soit. Et donc, on a pu s'acheter la télé, j'ai pu acheter la télé à crédit à ma mère. Donc, c'était quelque part, ma vie, elle était tracée. Et puis, en me promenant dans la Croix-Rousse, mon quartier à Lyon, je suis rentrée dans un endroit qui était un théâtre et à ce moment-là, je travaillais dans une bijouterie. J'étais dactylo-facturière, comme vous l'avez dit, c'est ça. Et puis, je me suis blessée en mettant des cachets sur des boîtes avec de la cire à cacheter. Donc, je me suis brûlée au 3e degré. Et comme j'étais rentrée dans cet endroit, eh bien, j'ai eu la possibilité pendant 5 mois de rester dans ce théâtre au lieu d'aller travailler. Enfin, pour moi, c'était pas travailler. J'étais tellement heureuse d'être dans cet endroit que ça a été une révélation. J'ai tout de suite compris que c'était ma place. C'est assez curieux d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faisiez dans cet endroit pour y rester 5 mois ? Alors, et quand j'ai mis les pieds là, je me souviendrai toujours, c'était un grand hall de théâtre, parce que c'était un grand théâtre, le théâtre de la Croix-Rousse, et une dame est sortie, elle m'a dit, vous cherchez quelqu'un? J'ai dit non, je regarde. Elle m'a dit, vous voulez venir prendre des cours d'expression corporelle? J'ai dit, que c'est que ça? Et puis, j'ai pas de sous. Elle m'a dit, venez voir. Et je suis venue, et là, bien, j'ai assisté d'abord à des cours. Il y avait une ambiance, il y avait les décors qui se faisaient
faisait en bas, au rez-de-chaussée. Il y avait des répétitions. Il y avait des comédiens. D'ailleurs, mon premier amour, Cornillac, je l'ai rencontré là. Et c'est vrai que tout de suite, ils jouaient des pièces très difficiles. Il y avait presque pas de public. Alors ils m'ont demandé de faire serviteur de scène au début. Et serviteur de scène, on était en collant noir et on changeait les décors. Ouais. Entre les tableaux. Et là, j'ai fait venir la Berthe, qui est ma mère, et je lui ai dit, viens me voir jouer. Et elle m'a dit, pour exciter les vieux cons du premier rang, t'as réussi. Donc c'était pas du tout, c'était pas du tout l'idée. Moi, dans ma tête, je savais pas où j'étais en vrai, mais j'étais bien. C'était des pièces d'avant-garde, c'était Arabal, avant-gardiste, des pièces très intello, très dures. Mais il y avait presque personne dans la salle, hein, donc j'ai connu ça très vite. Par la suite, Myriam Boyer, vous allez vous allez faire de la figuration. Oui. À nouveau, pour le théâtre de Cothurne, c'est ça? Non, pas du... Alors c'est là où il se trompe. C'est le théâtre de la Croix-Rousse. Alors le théâtre de la Croix-Rousse au début, et puis Planchon. C'est chez Planchon, en fait c'est le TNP. Et j'ai travaillé beaucoup plus tard. Voilà, j'ai travaillé beaucoup plus tard avec Marcel Maréchal, qui était un festival d'été. Voilà. Et alors démarrent vos premiers rôles à 19 ans, si on peut dire cela comme ça, avec tout d'abord Le Dernier Adieu Armstrong de John Arden, mise en scène par Jacques Rosner. On est au théâtre de la Cité de Villeurbanne. Ensuite Bleu, Blanc, Rouge ou Les Libertins de Roger Planchon. Richard III de Shakespeare, mise en scène par Roger Planchon. Vous jouez au total dans près d'une 50aine de rôles au théâtre aujourd'hui. Grosso modo, on peut dire ça comme ça, Myriam Boyer. Lequel diriez-vous a le plus marqué votre carrière ou bien votre mémoire? Oh, je pense que c'est La vie devant soi. Hein. C'est obligé. C'est obligé parce que c'est un texte absolument grandiose. Il est d'ailleurs toujours d'actualité. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué, franchement. Beaucoup d'invités que je reçois à un moment donné dans cette émission, vous verrez, il y a un moment où on conseille ou alors où vous nous soufflez des lectures. Et beaucoup de gens nous parlent de Romain Gary. Beaucoup nous parlent de ce livre-là qu'on ne peut pas traiter à chaque fois. Mais en effet, on a la sensation que c'est un livre très important qui a été adapté, que vous avez vous-même adapté pour la télévision et dans lequel vous avez à nouveau joué. Pourquoi cette lecture et pourquoi cette adaptation est importante? Alors, quand j'ai fait ça, j'étais frustrée au théâtre, alors que je l'avais joué un nombre de fois incroyable, pour faire revenir les personnages, parce que je trouvais que c'était dommage de pas faire revenir tous ces personnages qui sont dans La vie devant soi. Et d'ailleurs, pour faire Banania, j'avais 2 petits jumeaux Black qui étaient absolument adorables. Et je suis revenue au roman. C'est-à-dire que au théâtre, c'était une adaptation, hein, et là, je suis revenue au roman à tel point que j'ai pris donc c'était pour Arte. J'ai donc fait le téléfilm pour Arte. Je possédais tellement de personnages que j'avais envie d'aller encore plus loin. C'est pas une réalisatrice, c'est une comédienne qui va au bout de ses images, de vouloir donner cette œuvre comme elle le sent. Et donc, j'ai eu cette possibilité-là et je suis revenue au roman, mais à tel point que j'ai repris tous les dialogues. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus... Parce que c'était une adaptation hein, pour Simone Signoret. On avait fait une adaptation pour la comédienne. Moi, c'était une adaptation au théâtre. Et là, j'ai fait vraiment avec Arte, je suis revenue au roman et je trouve que... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été au bout de cette histoire, au bout de tout ce que j'avais envie de raconter à travers le personnage de Madame Rosa et des gens qui l'entourent. Parce que ce qui est très beau, c'est les personnages autour. Ils sont magnifiques. Les enfants, sa copine, donc voilà, qui est et c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs,
je suis allée chercher chez Michou, celle qui joue mon amie et qui est donc, je sais pas si c'est, je sais pas les différences moi entre transgenre, voilà, je connais pas exactement, mais en tous les cas c'était Eddie était vraiment quelqu'un qui m'a bouleversée. Ouais. Quand je suis allée chez Michou, il m'a bouleversée. Il faisait un numéro, il changeait, il arrivait enfin une beauté, une femme extraordinaire, et il repartait avec son blouson, sa casquette en super mec, et il y avait une chanson très très belle. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un petit mot sur lui parce que il a disparu à un moment et on l'a retrouvé dans la scène quelques mois plus tard. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours bouleversée. Il m'a bouleversée quand j'ai travaillé avec lui. Et aujourd'hui, je tiens à parler de lui en disant que même sa fin est tragique. On ne saura jamais si c'est raciste, si c'est... On il n'y a pas eu d'enquête. Et la pauvre maman, elle a dû laisser tomber parce qu'on n'a jamais su. Ça, c'est terrible. Et c'est triste. Oui, voilà. C'est triste. Et dans mon film, il est là. Et là, si je le fais vivre 2 minutes parce qu'on en parle, je suis très, très contente. Parce que c'est un personnage qui existait vraiment dans le livre de Romain Gary. Donc, pour moi, c'est Eddie. Voilà, entre autres, parce que tous les personnages sont magnifiques. C'est très joli ce que vous nous dites, Myriam Boyer. Vous faites très bien de rendre cet hommage qui, pour le coup, on parle de La vie devant soi, qui vous a valu un second Molière. Il y avait eu un premier Molière, d'abord de la comédienne pour Qui a peur de Virginia Woolf, d'Edward Albee, mise en scène par John Berry. Vous avez joué à plusieurs reprises également Misery. Il faut le dire, La vie devant soi plus de 500 fois, et puis également une pièce plus récente, Le chat de Georges Simenon. Oui. Voilà, mise en scène Didier Long, et vous étiez, il me semble, avec Jean Benguigui de mémoire pendant un petit moment. Exactement. Aujourd'hui, Myriam Boyer, vous venez nous voir pour une autre chose, une lecture, non pas une lecture, mais un seul en scène de Tête de mémoire. Mais pourquoi je me suis permise de dire cette lecture ? Parce que basée sur des chansons écrites. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça me fait penser forcément à Fabrice Lucchini ou encore Elena Noguera, et le Poche aussi qui aime aussi ses lectures, après Claire Chazal ou encore Brigitte Fossé que nous avons reçues. Vous avez décidé de reprendre de tête non pas des poèmes, des écrits d'ouvrages ou encore des lettres, mais des chansons que vous avez choisies dans ce seul en scène intitulé Juste un souvenir, qui a connu, je crois savoir, le succès en automne dernier, qui revient de nouveau, que vous reprenez donc de nouveau au Poche Montparnasse dans une mise en scène de Gérard Ventaglioni. Qu'est-ce qu'un souvenir, Myriam Boyer ? Alors, ce spectacle-là, comme j'interprète. Je lis pas, donc j'interprète des chansons, mais en comédienne. Oui. Et je suis très très heureuse de les interpréter en comédienne, parce que vous avez une telle nourriture dans ces chansons de cette époque, parce que ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est des chansons de la génération d'avant moi. Oui. Alors je les ai connues petites, et elles m'ont accompagnée tout le temps. Et je dis toujours que c'est mes fondations de comédienne. Et là, je suis contente de pouvoir aller toujours pareil, d'aller au bout de quelque chose qui me tient à cœur, puisque mon papa me mettait sur les tables dans les bistrots pour chanter ces fameuses chansons, parce que je connaissais les paroles et j'adorais ça. Alors il y en a qui sont pas dedans, mais que tout le monde connaît, les Roses Blanches, etc. C'était vraiment une époque où on parlait de chanteuses réalistes, et je crois que c'est ce que j'aime beaucoup. Je les interprète en comédienne réaliste, entre guillemets. Exactement. Voilà. Vous interprétez alors des grands textes de la chanson française, de Boris Vian à Jean Cocteau, en passant par Jacques Prévert et Raymond Queneau, des chansons qui ont jalonné votre existence, vous venez de le dire, et j'ai envie qu'on écoute un extrait. Merci. Se souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer. C'est revoir l'être qu'on adore et retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. À cet instant devant vous, juste un souvenir. C'est vraiment très beau.
Myriam Boyer, c'est tout à fait sincère. La musique que nous sommes en train d'écouter, c'est par celle-ci que démarre ce seul en scène, que vous interprétez avec brio, grand brio. On est avec vous dans finalement ce qui semble être un monologue de votre vie. De vos souvenirs aussi. C'est rigolo parce que vous voyez, en étant sincère, j'ai apporté, le metteur en scène a dit, elle m'a apporté un bouquet de chansons et c'était comme ça. Je veux dire, c'était pas pensé. Il les a mises les unes derrière les autres. De temps en temps, on s'est dit, ce serait bien là un petit texte, c'est un peu sec, un petit texte. Et curieusement, à la fin, on arrive avec un monologue et beaucoup de gens me disent, on a l'impression de voir ton trajet. Et c'est obligé que ça me ressemble parce que quelque part, évidemment, puisque les chansons viennent de moi, ce sont des souvenirs. Vos choix. Et voilà. Et donc, je pense qu'à l'arrivée, en effet, il y a un trajet de femme. Curieusement, il y a un trajet de femme, un monologue, et c'est vrai qu'il me ressemble. C'est une chanson sans musique, même si on peut entendre ce piano derrière, on entend un violon à un autre moment. Les paroles d'un rêve qui ne veut pas finir pour partager le temps d'un soir, un éternel présent, dans une sorte, j'ai envie de dire, de mélancolie vibrante qui aime la vie. Myriam Boyer, est-ce que vous êtes d'accord ? Ah oui. Je pense que c'est ce qui me... Je suis une patte à aimer la vie malgré tout ce qu'on peut traverser. Je crois qu'il y a toujours un endroit où c'est beau. Voilà, et je pense que la poésie amène à tout le monde. C'est un endroit qui fait quelque chose que vous avancez dans la vie. Et le texte est tellement bien dit, si je puis me permettre, que l'on en oublie la chanson. Est-ce qu'on vous l'a dit ça déjà ? Oui. Parce que c'est vraiment, on est tellement à l'écoute du texte avec un souvenir, bien évidemment, ou c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai rêvé d'un piano, chanson tendre dans la fumée. Où sont tous mes amants ? Un très joli moment, ou encore, je ne sais plus comment s'intitule, le moment où la fillette parle de ce temps qui passe. Oui. Alors, il y a la chanson de Mouloudji, voilà. Du temps qui passe. On connaît, c'est curieux parce que ma génération connaît les chansons. Et je vous ai dit en arrivant, j'étais très, très surprise de votre jeunesse et de l'intérêt que vous avez porté à mon spectacle. Parce que pour moi, justement, je pensais partager un souvenir. Je pensais partager cette mélancolie. Je pensais partager ces textes. Et vous n'êtes pas la première. Et c'est ce qui me touche le plus. C'est comme si justement, c'est le patrimoine, c'est quelque chose que je transmets. Et quand je vois que c'est reçu de cette manière-là par votre génération, je crois que c'est le plus beau cadeau, parce que je me suis fait un cadeau en faisant ça. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de voir que c'est partagé. Finalement, l'envie de départ est dépassée. Mais au départ, Myriam Boyer, ce cadeau s'adresse à qui, au-delà de vous ? Il est surtout pour moi. Je reconnais que je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire et que je porte depuis toujours. Et je crois que il était sûr. Et je suis très, très étonnée avec le public, comment ça se passe. C'est formidable. Est-ce que dans la vie, Myriam Boyer, vous êtes inondée par les souvenirs, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à regarder dans l'avenir ? Alors, je pense que mes souvenirs m'aident à regarder dans l'avenir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime quand votre génération aime ça, parce que je crois le mot ringard, vous savez, c'était pas ça. Nous, quand on était jeunes, ringard, c'était quelqu'un de mauvais. Alors que aujourd'hui, c'est quelqu'un de dépassé, c'est un vieux. Et je trouve que il faut se servir et c'est pour ça que c'est formidable quand vous partagez ça, parce que je me suis servie de la génération d'avant, c'est des textes de la génération d'avant, pour pouvoir raconter quelque chose qui me concerne. Alors je pense que c'est pas fini et que quelque part je donne le relais, là je passe le relais, je vous tends la main et hop, ça continue. Je trouve ça formidable. Des textes avec lesquels vous avez grandi, que vous interprétez donc au Poche Montparnasse, et tous les dimanches à 15h. Myriam Boyer, vous avez, je crois, aussi une relation particulière avec le Poche.
Oui, parce que en fait, c'était au début de Philippe Tesson, quand il a repris le théâtre. J'ai joué un spectacle, c'était un des premiers, qui s'appelait Chère Helena, et qui était un professeur avec des élèves qui allaient jusqu'à la torturer quelque part. On est vraiment dans quelque chose de... c'était une pièce russe très très belle, très très bien écrite, et de relations extraordinaire avec ma petite bande de jeunes, là, de 20 ans. Ça a été un moment dans ce théâtre. J'ai été très heureuse dans ce théâtre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai fait des pieds et des mains pour revenir faire ce spectacle, parce que je trouve que c'est un écrin. Alors déjà, la forme, ce petit théâtre est incroyable, et il est habité. Il y a, il faut dire, une proximité avec le public qui est sans pareil. Oui. C'est ce qu'on retrouve brièvement au théâtre Le Pic, qui est pour moi un théâtre d'amoureux, si je peux dire comme ça, très romantique. Mais dans ce Poche Montparnasse, on a la sensation que les artistes sont à proximité, à portée de main, si je puis dire, puisque nous sommes quasiment sur la scène avec eux. Je pense qu'on retrouve le cabaret quelque part, et comme c'est des artistes de cabaret, beaucoup, hein. Il y a des chansons de Patachou, de Cora Vauquer, qui ont fait les beaux jours, Mouloudji, tout ça, ils ont fait les beaux jours des cabarets rive gauche, à l'époque où moi j'étais pas encore là. Et donc je crois que, en tous les cas, pour mon spectacle, c'est vraiment l'endroit idéal, vraiment. En tout cas, je recommande à nos auditeurs de venir le découvrir au Poche Montparnasse, qui s'intitule donc Juste un souvenir. C'est tous les dimanches à 15h. En parallèle, évidemment, Myriam Boyer, vous allez poursuivre dans votre vie une carrière qui va mêler bien sûr théâtre, mais aussi cinéma et télévision. Au cinéma, vous allez tourner dans plus de 50 films, notamment au départ pour Jacques Demy, René Ferré, Daniel Duval ou encore Alain Tanner. Voilà des magnifiques films. Pour le dernier, Mon crime de François Ozon, sorti l'année dernière, et à la télévision en ce moment, j'ai envie de dire, Myriam Boyer, et encore hier soir pour l'ultime épisode de la série Brigade Anonyme de Julien Seri, avec à vos côtés Eric Cantona, Ariel Mallet et Elena Noguera, que nous avons reçu il y a quelques jours. Est-ce que la série a fonctionné ? Alors, je trouve que c'est une superbe idée. Hein. En ce moment, franchement, on est tous quand même un peu bouleversés avec les disparus. On nous dit en plus que c'est énorme, qu'il y en a plein. L'affaire Émile en ce moment, par exemple, ce petit garçon. Mais il paraît que c'est, je sais pas combien on découvre chaque année. Retrouve. Oui. Et comme c'était une série là-dessus, je dois dire que c'est vrai que ça m'a bouleversée. Et puis, je dois reconnaître que j'étais très contente de faire la maman d'Eric Cantona. C'est une place. Alors, d'ailleurs, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai fait la maman de Mesrine, qui est tout à fait autre chose, mais quand même un sacré personnage. Et je suis en vrai la maman de Clovis Cornillac. Je trouve que c'est des sacrés bonhommes. En effet. Allez, on poursuit cette émission avec vous, Myriam Boyer, notre invitée aujourd'hui pour Juste un souvenir. Voilà, des textes interprétés par notre invité, de Jean Cocteau ou encore de Charles Trenet ou Louis Aragon, à retrouver le dimanche à 15h au théâtre de Poche Montparnasse. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal a reconnu une grave erreur suite à la frappe israélienne qui a tué 7 humanitaires membres de l'organisation World Central Kitchen dans la bande de Gaza. Nous continuerons à prendre des mesures pour garantir la protection des travailleurs humanitaires, a assuré Herzi Halevi, le chef d'état-major de l'armée.
Les familles d'otages toujours aux mains du Hamas ont mené une action coup de poing à la Knesset en projetant de la peinture jaune sur les vitres du Parlement. Les membres de l'opposition se sont joints à leur manifestation. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit examiner demain un projet de résolution appelant à un embargo sur les armes pour Israël. Le texte condamne le recours par l'État hébreu à des armes explosives à large rayon d'action dans des zones peuplées de la bande de Gaza et demande au pays de respecter sa responsabilité légale de prévenir un génocide. La Belgique va reconnaître la Palestine comme État souverain. Une annonce qui fait suite à la présentation d'un projet similaire hier par le Premier ministre espagnol. L'ex-premier ministre français Édouard Philippe est lui visé par une enquête préliminaire du parquet national financier. Des perquisitions sont en cours à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine. À 2 mois des élections européennes, Jordan Bardella est en pole position. La tête de liste du Rassemblement national cumule 31% des intentions de vote selon le dernier sondage de Harris Interactive pour Challenge, M6 et RTL. La chef Renaissance Valérie Ayé est-elle créditée à 17% des intentions de vote. Enfin, le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, 95 ans, a été placé sous régime de protection juridique, a indiqué le vice-président du RN, Louis Alliot, ce matin. Cette disposition civile comparable à une tutelle a été activée sur demande de la famille par le tribunal de proximité de Puteaux après une expertise médicale constatant l'inaptitude de l'ex-leader d'extrême droite. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Myriam Boyer et mes chroniqueurs sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Myriam Boyer pour Juste un souvenir, interprétation de textes de Jean Cocteau jusqu'à Charles Trenet ou encore Marcel Mouloudji le dimanche à 15h au Théâtre des Poches Montparnasse. Et dans cette partie d'émission, on va découvrir, chère Myriam, toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et Christophe Barbier va nous emmener au théâtre pour découvrir justement votre patte. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Christophe. Myriam Boyer au théâtre peut se raconter de diverses manières, chère Cyrielle. Par ses rôles, bien sûr, une liste où l'on retrouve bien souvent des femmes bousculées, défiées par l'histoire, la politique ou des tempêtes conjugales. Être une femme qui se bat et se débat, c'est souvent son emploi, peut-être son destin. Qu'en pensez-vous, Myriam Boyer ? On peut aussi, Myriam Boyer, vous raconter par vos metteurs en scène, tant la liste est prestigieuse et éloquente. Peu d'acteurs et peu d'actrices affichent une liste avec autant de grands noms de la mise en scène française. Des grandes gueules aussi, souvent des patrons de grands théâtres publics. Certains reviennent plusieurs fois dans votre carrière. Ils ont sans doute été très importants, mais il ne semble pas que l'on puisse vous attribuer un mentor, un visionnaire, un Pygmalion qui aurait fait de vous son ambassadrice, sa créature fétiche. Vous les avez servis, ces metteurs en scène, vous ne leur avez pas appartenu. Allez, je tente une typologie. Il y a ceux qui ont une vision politique du théâtre, qui veulent faire passer leurs idées. Je citerai Roger Planchon, le pape du théâtre de Villeurbanne, Bernard Sobel dans sa banlieue rouge parisienne, ou bien Alain Françon qui aimait tant mettre en scène l'histoire à travers notamment des pièces venues de Russie. Bruno Beuglin, Mathias Langhoff, le germanique, qui avait une vision de démiurge et aimait recréer des univers. Ou bien, mais peut-être est-il déjà dans un univers plus poétique, Marcel Maréchal, l'homme de Lyon, comme vous, et l'homme de la Criée à Marseille avant d'être au Rond-Point à Paris. Il y a ensuite les metteurs en scène qui me semblent rechercher la mise en espace du rapport de force intime, du conflit parfois, plus psychologues, tout en étant parfois des chirurgiens de l'âme. Et j'inscrirais volontiers dans cette liste Patrice Chéreau, bien entendu, qui régna à Nanterre, ou bien Georges Glavelli, qui a travaillé tant d'années à La Colline. Daniel Benoît,
le pape, lui, de la Comédie de Saint-Étienne, mais peut-être aussi des metteurs en scène qui n'ont pas eu d'établissement, qui ont travaillé par le texte, qui ont travaillé par le jeu. Bertrand Blier, qu'on connaît au cinéma, mais qui, sur scène, avec ses propres textes au théâtre, a creusé souvent ce sillon. Jean-Paul Roussillon ou bien Klaus-Michael Gruber me semble appartenir à cette liste. Il y a enfin les plus délicats, ceux qui vont pratiquer la finesse pour faire sortir la vérité du texte et des acteurs, les joueurs de clavecin. Puis-je citer ici Didier Long, qui vous a mis en scène au Théâtre de Poche, Gérard Vantagioli, votre actuel metteur en scène, là encore, il est passé au Théâtre de Poche, ou bien Yves Bonnen, toujours si pastel dans ses mises en scène. Enfin, Myriam Boyer, il y a quelques femmes qui vous ont mis en scène, mais elles sont plus discrètes. Et je préfère vous laisser en parler. Être dirigé par une femme, cela a-t-il été, pour vous, une expérience très différente? Et la question reste posée. Une expérience très différente pour vous, Myriam Boyer, d'être dirigée par des femmes? C'est vrai que c'est différent. C'est vrai, c'est formidable ce que je viens d'entendre, parce que si vous m'aviez demandé ma carrière, je vous aurais dit j'ai travaillé avec les meilleurs, et quand je les entends, je me dis en effet, et c'est formidablement dit, et c'est très franchement merci, parce que ça pouvait pas être mieux. Je me sens c'est bien, bravo Christophe Barbier, on lui passera le mot évidemment. Merci à lui. Allez, tout de suite, c'est la chronique. Alors Non, je vous en prie. Non, c'était pas par rapport aux femmes, mais voilà, c'est vrai que c'était différent, et c'est vrai que j'ai pas des souvenirs aussi forts qu'avec évidemment Chéreau. C'est pas bien de dire ça, mais c'est la vérité. C'est des souvenirs plus. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué, je dois dire. Il y avait quelque chose où j'avais l'impression qu'elles avaient envie d'être à ma place. Voilà. Oui, comme ça. L'impression comme ça. Je dirige, mais j'aimerais que ce soit moi. C'est souvent le cas. Les femmes sont des chippies. Allez, tout de suite, c'est la chronique. Je suis pas étonnée, Myriam Boyer. C'est la chronique flashback de Corentin Le Guinadja. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Myriam Boyer, enchanté. Dans Juste un souvenir, vous offrez au public une immersion, un voyage rythmé par certaines chansons emblématiques. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans cette chronique aujourd'hui. On va en profiter pour voyager dans votre univers culturel. Alors cela commence en musique avec une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Si tu t'en vas ». Si tu t'en vas, la mer viendra toujours vers le rivage, les fleurs sauvages. Flashback, nous sommes en 1960 et Léo Ferré entre tout doucement dans son âge d'or. C'est d'ailleurs le cas de le dire puisque ce sera le titre d'une chanson qu'il sortira quelques années plus tard. Ce Léo Ferré, donc, qui est déjà depuis de nombreuses années dans la chanson, il vient tout juste de signer avec un label assez incontournable pour l'époque, celui d'Eddie Barclay. On y trouve d'ailleurs d'autres grands noms de la scène musicale française, comme Jacques Brel notamment. Et cette nouvelle étape pour Ferré, eh bien, c'est l'occasion de se lancer dans un nouvel album, alors qu'il veut mettre les expériences musicales de côté pour faire surtout de la chanson populaire, de la chanson qui accroche. Pari plutôt réussi avec la sortie donc de l'album baptisé Paname, ou plutôt le 33 tours à l'époque. Dedans, on va trouver ce qui va devenir rapidement de grands succès, la chanson éponyme Paname notamment, et aussi Joli Môme, largement popularisée par l'interprétation de Juliette Gréco. Et au milieu de ces chansons, il y a celle qui vous a marqué, Myriam Boyer, Si tu t'en vas, qu'on est en train d'écouter. Une chanson qui porte à la fois beaucoup de douceur et de mélancolie pour étudier l'effet qu'a la distance en fait sur les cœurs amoureux, et le tout avec une pointe d'espoir aussi proposée par Léo Ferré. Alors Myriam Boyer, vous qui rendez hommage aux textes de Cocteau, de Vian, de Trenet notamment dans Juste un souvenir, est-ce que dans les chansons de Léo Ferré, ce sont à la fois les mots et les idéaux qui vous fascinent? Oui, il aurait pu être dans mon spectacle complètement. C'est vrai qu'il représente complètement tous les chanteurs que j'ai choisis et que je portais en moi. Et lui en fait partie évidemment. Quand j'entends Si tu t'en vas, je me revois. J'aimais bien pleurer, être malheureuse, me dire que j'aime et qu'on m'aime pas. Et je trouve que Ferré, c'était à cette époque-là, il y avait beaucoup de ça. J'aimais bien. Et aujourd'hui, c'est une chanson qui marque vos moments de chagrin ou pas particulièrement? Non, d'amour, d'amoureuse, oui, parce que c'est
c'est comme ça. On va continuer dans vos goûts musicaux, Myriam Boyer, avec une autre voix de la chanson française, Corentin. Et lui aussi, comme Léo Ferré, a pu par exemple adapter des poèmes en chansons. C'est Georges Brassens, bien sûr, qu'on retrouve parmi vos coups de cœur, Myriam Boyer, avec sa chanson Les trompettes de la renommée. On appuie sur play. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais Et je vous vois chanter, Myriam Boyer. Et oui, l'histoire de cette chanson est passionnante, Corentin. Et oui, Cyrielle, on va la découvrir. Flashback à nouveau, on se retrouve dans les années 60, en 1962 précisément. Une belle carrière musicale dans les pattes déjà pour Georges Brassens, qui est un peu embêté à cause de sa maison de disques de l'époque. Maison de disques qui essaye de l'inciter à se révéler davantage, à montrer des choses plus personnelles, et ce pour des besoins purement publicitaires. Alors finalement, Brassens décide de sortir une chanson à ce propos, et dans Les trompettes de la renommée, eh bien, il exprime toute la réticence qu'il a à l'idée de déballer sa vie privée en public. Le résultat, c'est une chanson qui dénonce une forme de démagogie avec le profit, les apparences, toutes les futilités qui se cachent parfois derrière la célébrité. Et il y pose des questions intéressantes d'ailleurs sur la création artistique en elle-même, la popularité. Il y a une distinction qu'il fait entre ce qui relève de l'art et ce qui relève de la distraction. Alors on le sait, Brassens excelle plutôt bien dans l'art de détourner les expressions toutes faites ou les lieux communs. Et ici, il use d'un brin d'insolence, de beaucoup d'humour et bien sûr de bonnes provocations, un peu comme une sorte de réponse à sa maison de disques finalement. Il faut savoir d'ailleurs, pour la petite anecdote, que la chanson a été censurée à sa sortie, mais heureusement ça n'a pas duré. Et c'est ce qui vous plaît ici, ce côté provocateur, Myriam Boyer? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve qu'elle est vraiment encore d'actualité, parce que vous avez l'impression que c'est pas intéressant ce que vous faites sur une scène. On vient pas voir. Et il vaut mieux avoir eu un petit buzz quelque part, parler de tout à fait autre chose, d'avoir eu, je sais pas. C'est terrible en ce moment. Je trouve que c'est vraiment terrible. C'est pas par rapport à votre travail, c'est pas par rapport à ce que vous êtes. Et je trouve que dans la chanson, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Ouais, vous avez le sentiment que, au-delà de votre art, il faut en effet faire un peu de ce qu'on appelle dans les médias du sensationnalisme sur un clash ou sur quelque chose, critiquer quelqu'un ou dire une info très très personnelle pour susciter un intérêt. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Moi, j'entends de moins en moins des artistes parler de ce qu'ils sont en train de faire, de pourquoi ils le font, de l'intérêt qu'il peut même y avoir pour le public de venir voir ce spectacle. C'est dommage. Et je trouve que cette chanson, elle est complètement d'actualité. Myriam Boyer, un petit peu, je fais une aparté. Vous qui êtes féministe des premières heures, c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que justement cette langue est trop déliée dans la langue des femmes, que cela soit au cinéma ou ailleurs d'ailleurs? Alors, je dirais pas déliée, parce qu'on peut pas être contre. On nous l'a fait fermer tellement longtemps, et alors de temps en temps on a pu l'ouvrir, de temps en temps il a fallu la refermer. À mon avis, il faudra la refermer dans quelques temps. C'est ce qui est affreux, parce que justement tout ne va pas dans le bon sens. Et je dis toujours attention au débordement, parce que quand on a mon âge, on a vu passer pas mal de moments, et je crois que parfois je peux même avoir l'idée inverse de ce qui se passe, et c'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal. Profondément, je suis aux côtés de toutes celles qui parlent. Je trouve que pour mes petites filles qui ont 23 ans, c'est génial. Il faut changer les mentalités. Mais par contre, je suis en colère contre certaines pratiques. Je dis tout le temps, je suis contre la délation, je suis contre le lâchage, et parfois c'est un petit peu ça le frise. Myriam Boyer, on va poursuivre ce voyage dans vos goûts culturels avec un petit tour littéraire avec Georges Perec. Cet écrivain et poète qu'on retrouve ici avec Je me souviens, toujours la thématique du souvenir dans cette émission qui revient. C'est un livre publié en 1978 aux éditions Hachette. Enfin, plus qu'un livre, c'est plutôt un immense recueil de bribes de souvenirs gravés dans la tête de Georges Perec. Des souvenirs qu'il a rassemblés globalement entre 1973 et 1977 en s'inspirant un petit peu du travail de l'artiste américain qui s'appelle Joe Brainard et qui avait sorti lui un livre justement quelques années plus tôt, livre qui s'intitule I Remember et qui avait vocation à refléter les aspects de la vie quotidienne aux États-Unis dans les années 50 au travers comme ça de différents types de souvenirs. Et c'est exactement l'idée de Georges Perec avec Je me souviens, sauf
sauf que ce n'est pas sur la société américaine pour le coup, mais on peut y découvrir 480 souvenirs au total, au travers de phrases plus ou moins courtes. Il y en a des plus générales qui portent pour beaucoup sur Paris et ses lieux changés ou disparus, particulièrement sur le métro par exemple. Il y a aussi des clins d'œil à des marques, à quelques slogans publicitaires assez évocateurs, même au cinéma. Et on trouve avec ça des choses plus personnelles ou plus précises encore sur des objets du quotidien, des souvenirs de famille notamment. Tous ces souvenirs sont un peu comme le reflet d'une époque ou de situations variées auxquelles tout le monde, ou presque, peut s'identifier. Des souvenirs que Georges Perec essaye un peu de faire revivre en chacun de nous. Et Myriam Boyer, vous diriez que c'est important, cet art de faire revivre les souvenirs pour ne rien perdre d'une époque ? Moi, je crois que c'est important. Et puis, je crois que c'est important de les transmettre. Et Perec, c'est lui qui avait fait l'adaptation de Série Noire. Et donc, il était avec nous. Et je me souviens quand on faisait des lectures avec Patrick Devers, Corneau, c'était un personnage. Il m'avait beaucoup marqué. Et à l'époque, donc, j'étais mariée à John Berry. Et c'était tout un ensemble. C'est ce côté vis-à-vis de l'Amérique, justement, de l'intérêt de ce moment-là. Et c'était quelque chose que je partageais très très fort. Et je me souviens, je me rappelle que Samy Frey avait repris aussi au théâtre, et j'aimais beaucoup tout ça. Peut-être d'ailleurs, on ne sait pas des fois pourquoi on fait un spectacle, et peut-être que je suis inspirée quelque part de tout ça. Mais là, vous savez pourquoi. Moi, je crois. Là, vous savez. Moi, je crois. On va terminer cette découverte de vous culturelle, Myriam Boyer, avec du cinéma, et c'est une vraie découverte pour nous, en tout cas pour moi. Et pour moi aussi, Cyrielle, Limbo, un film du réalisateur hongkongais Soi Chang, sorti en 2021, bande-annonce. Et super. La main coupée trouvée hier appartenait à une femme, la main gauche. Comme l'affaire d'il y a 2 semaines. Encore la main gauche. C'est un très bon exemple. Vous pouvez apprendre de lui. C'est pas la bonne odeur. L'odeur de décomposition? C'est là-dedans que je l'ai trouvée. Elle est sortie quand? Il y a 2 semaines. Je me suis excusée. Vous pouvez me pardonner? Ça suffit. C'est l'heure de la revanche. Limbo, c'est un film qui est adapté d'un roman de l'écrivain chinois Lei Mi et qui nous emmène dans les bas-fonds de Hong Kong aux côtés d'un duo de flics qui font équipe pour traquer un serial killer très particulier et pour le moins assez insaisissable. Serial killer qui tue des femmes dans des poubelles ou des décharges, ou avec toujours le même rituel. Il leur coupe la main gauche, c'est ce qu'on entendait au début de la bande-annonce. Voilà, ça donne un aperçu du tableau de ce polar bien noir autour donc de ce duo, avec d'un côté un vieux briscard assez déjanté et avec des méthodes assez peu conventionnelles finalement, et de l'autre un jeune officier tout juste sorti de l'école de police, pour le coup lui très droit et très propre sur lui. Sans en dire trop, il y a aussi un personnage féminin qui va par la force des choses se greffer à ce tandem. Le tout pour un film qui était prévu en couleur et qui presque au dernier moment a finalement été basculé en noir et blanc. Et c'est un choix qui vient finalement accentuer aussi ce côté très sombre et très violent. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que ce long métrage a aussi et surtout été censuré par les autorités chinoises avant d'être carrément interdit de diffusion en Chine. En cause, la grande noirceur qui en ressort au travers, en gros, du portrait que le réalisateur fait d'un Hong Kong délabré, en pleine misère, dans lequel ne règnent en gros que des toxicomanes et des détraqués en tout genre. Et d'ailleurs, cette violence, elle est d'autant plus forte à travers les personnages féminins dans ce film, qui sont parfois plutôt malmené quand même. Limbo, donc, c'est un film du réalisateur hongkongais Soi Chang, je le rappelle, qui nous plonge pendant près de 2 heures dans une enquête assez intrigante et haletante. En tout cas, ça donne très envie. Myriam Boyer, alors moi, pour le coup, en tant que spectatrice totalement qui ne connaît pas du tout ce film-là, j'ai la sensation qu'on a un petit truc à la Dexter. Alors, je ne sais pas si on y est ou pas, peut-être que vous le direz, cette série Dexter qui avait cartonné à un moment donné. Est-ce qu'on est dans ce style ou très éloigné? Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que c'est du cinéma. Il y a des plans absolument
extraordinaires. Vous avez des plans séquences où vous suivez, et puis du vrai cinéma avec c'est du noir et blanc super bien travaillé. Je dirais vraiment, c'est un très bonheur. Expressionniste. Mais c'est tout ce que j'aime, moi. C'est un bonheur de cinoche. Et vraiment, et les comédiens sont magnifiques. C'est un vrai polar qui est sûrement inspiré des polars américains, justement de l'époque de John. Et je crois vraiment que vous avez quelque chose qu'on voit plus en ce moment et qui raconte en plus, parce que c'est pas par hasard qui l'ont interdit. C'est basé sur de la réalité quand même. Ça raconte. On a ce sentiment-là. Si c'est interdit, c'est que quand même il y a du vrai. Évidemment, ils aiment pas qu'on montre les endroits un peu sordides, et il y en a comme partout. Et puis par rapport eux-mêmes à cette actrice qui est absolument, mais je trouve qu'il y a tous les comédiens, tout y est. Pour moi, c'est du grand cinéma. On espère qu'il lui arrive pas malheur à cette actrice, mais on ne sait pas. On regardera le film pour le savoir. Limbo, voilà. Donc si on a bien compris. Merci beaucoup Corentin Le Guy-Nadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Avec plaisir, Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On poursuit cette émission Myriam Boyer avec la séquence que j'intitule l'introspection. Et je démarrais avec une phrase qui pourrait vous plaire d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Myriam Boyer, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ? Rien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez ou que vous avez donné à un enfant pour réussir sa vie ? Écoute personne que toi. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ? Aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que je sais tout. Parce que vous savez tout ? C'est beau. Y a-t-il eu une erreur, forcément, mais que vous avez résolue ? Il y en a plein. Alors là, par contre, il y en a plein. Et résolues, je suis pas sûre que je les ai toutes résolues. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, mais que vous ne faites pas ? Alors, ça fait partie du rêve, des trucs tout simples et que je suis pas capable. Voilà, j'aimerais jardiner, je sais pas faire, je suis incapable. J'aimerais cuisiner, je sais pas faire. Voilà, je fais de temps en temps, mais j'aimerais le faire tranquillement, en me disant pas t'es nul. Voilà. Je me permettrai de vous offrir un livre sur le jardinage en sortant d'émission. D'accord. Ok. Quelle est la chose que vous avez réalisée cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? Mon spectacle. Si je vous parle d'amour, Myriam Boyer, comment cela résonne en vous ? Je sais pas si c'est de la chance parce qu'on provoque quelque part, mais je crois que j'ai été amoureuse et c'était chouette ça dans la vie. Depuis le début, je trouve que ça m'a porté énormément. Même quand c'était dur, même quand j'ai eu c'est quelque chose que je porte en moi qui est formidable. Vous êtes mariée. Oui. Votre amoureux est sur scène avec vous. Oui. Il est acteur. Vous êtes amoureuse ? 30 ans. Alors qu'est-ce qu'on dit à 30 ans, Myriam Boyer ? On est toujours amoureux à 30 ans ou c'est différent ? Ben, je vous dis, je sais. À 75 ans, je sais. Si vous pouviez changer une seule chose sur vous, qu'est-ce que ce serait ? Oh ben j'aimerais mesurer 1m80, être blonde et avoir des yeux bleus, voilà. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? De vraiment faire attention aux gens. D'essayer de m'approcher un maximum de toute la vérité et d'essayer d'aider au mieux, de me rapprocher au maximum. Pour terminer, Myriam Boyer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que je suis une bonne comédienne. Je confirme. Merci beaucoup Myriam Boyer. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J, une petite pause musicale. Bah oui, on va se faire plaisir d'écouter Georges Brassens quand même dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Je rappelle, Myriam Boyer est venue nous voir pour Juste un souvenir, interprétation de textes de Jean Cocteau, Boris Vian, Marcel Mouloudji, Raymond Queneau ou encore Charles Trenet ou Louis Aragon le dimanche à 15h au Théâtre de Poche Montparnasse. Tout de suite la pause musicale, la pause tout court et ce sera le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Je les arborer plus ostensiblement, comme un enfant de cœur porte un saint sacrement. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Une femme du monde et qui souvent me laisse faire mes 4 voluptés dans ces quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions: Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux 100 bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette, si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle? Mais je ne sache pas que ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Après ce tour d'horizon, des 1001 recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'art. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez
écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Beleich. Bonjour Ethanit. Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur les suites de l'affaire des humanitaires morts dans une frappe israélienne à Gaza. Tsahal a reconnu une grave erreur. Une erreur admise hier soir au lendemain d'une frappe qui, on le rappelle, a tué 7 membres de l'organisation internationale World Central Kitchen. Nous continuerons à prendre des mesures pour garantir que davantage soit fait afin de protéger les travailleurs humanitaires, a assuré Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations à Khan Younes, notamment dans les quartiers d'Al-Amal et d'Abbasani dans le sud de la bande, où de nombreuses armes ont été découvertes et des infrastructures terroristes détruites par des frappes aériennes. Plusieurs individus ont également été éliminés dans le secteur ces dernières 24 heures. Les familles d'otages toujours aux mains du Hamas ont organisé une nouvelle mobilisation coup de poing en fin de matinée. Ils ont pulvérisé de la peinture jaune sur les vitres de la Knesset pour exprimer leur exaspération aux élus, alors qu'un nouvel accord pour la libération de leurs proches n'a toujours pas abouti. Hier soir, une autre manifestation a elle viré au chaos. Les marcheurs se sont divisés en plusieurs groupes dans le quartier de Rehavia à Jérusalem pour atteindre la résidence officielle du Premier ministre située à proximité. Mais les efforts de la police pour ériger des barricades n'ont pas réussi à enrayer la marche. Pascal Sunshine. Quelques manifestants ont forcé les barrières qui délimitent une zone de 300 mètres autour de la résidence de Benyamin Netanyahou. La police les a repoussés, ce qui a donné lieu à des accrochages. On a vu effectivement une des proches d'un des otages à Gaza être traînée par les policiers qui procédaient à la dispersion. Un policier de son côté a été légèrement blessé. Plusieurs manifestants ont été interpellés et le directeur du Shin Bet, dont les services ont la responsabilité de la protection du Premier ministre, a estimé que ce qui s'était passé hier soir sortait du cadre normal. Il y a une frontière claire entre la contestation légitime et la contestation violente et illégale, a déclaré Ron Nembar, qui a dénoncé ce qu'il a appelé une tendance préoccupante. Benny Gantz a lui aussi tenu à rappeler que les manifestations devaient se dérouler dans le respect de la loi et sans violence. La douleur et la colère sont compréhensibles, mais il faut respecter les règles et rester unis. C'est la clé de notre avenir, a déclaré Benny Gantz. Une nouvelle manifestation est prévue ce soir devant la Knesset. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Antisémitisme à présent, le rappeur Kanye West est une nouvelle fois accusé de racisme et de haine anti-juive. L'artiste aurait hurlé à plusieurs reprises sur des employés noirs et fait l'éloge d'Adolf Hitler en tant qu'innovateur, selon une nouvelle plainte déposée en Californie hier. Cette plainte dans laquelle un ex-employé affirme que le chanteur a assuré à des écoliers qu'il était persécuté par le peuple juif ternit encore davantage l'image de l'homme qui dit souffrir de troubles bipolaires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en déplacement en France, a souligné les difficultés posées par l'exacerbation des conflits dans le monde. Sans surprise, la guerre à Gaza et le soutien à l'Ukraine ont monopolisé les discussions que le secrétaire d'État américain a eues à Paris hier, où il a rencontré les ministres de la Défense et des Affaires étrangères avant de retrouver le président de la République dans la soirée après un passage à l'UNESCO. Stéphane Séjourné, lui, a indiqué que la France travaillait sur une proposition de sortie de crise entre Israël et le Hamas. Enfin, l'ex-premier ministre Édouard Philippe est visé, on le disait, par une enquête préliminaire du parquet national financier. Des perquisitions sont en cours à l'hôtel de ville du Havre et au siège de la communauté urbaine. Perquisition, selon Édouard Philippe, on l'écoute. À la suite d'une plainte qui a été déposée il y a maintenant plusieurs mois, je crois en septembre dernier, par un ancien agent de la communauté urbaine qui critique les conditions d'exploitation de la cité numérique, pour tout vous dire. Donc évidemment, nous avons moi-même, les élus, l'ensemble des services administratifs de la communauté urbaine et de la ville du Havre. Nous sommes à la disposition des magistrats et nous avons répondu et nous allons répondre à toutes les questions qu'ils posent pour démontrer très sereinement et de toute bonne foi que nous avons respecté les règles. En attendant, le parquet enquête sur des soupçons de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de détournement de fonds publics et de harcèlement moral.
Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une courte pause, on poursuit notre émission avec mes invités sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Elena Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J avec notre invitée aujourd'hui, Myriam Boyer, pour le seul en scène Juste un souvenir, le dimanche à 15h au théâtre de Poche Montparnasse. Tout de suite, on découvre le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour David Ababou. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Avec grand plaisir. Mais... Je vais me mettre au silence parce que j'ai un tout petit peu de bruit autour de moi, je suis désolé. Allez, je vous en prie, le temps de vous installer, pour moi de vous présenter. Vous êtes venu nous voir il y a quelques jours sur l'antenne de Radio J et j'ai manqué à mon devoir pour tout dire à nos auditeurs parce que il y a une action qui vous tient à cœur et je tenais absolument à ce que vous en parliez. David Ababou, vous êtes bénévole depuis 4-5 ans dans une association qui s'appelle Keren Rajbi. Et j'aimerais tout d'abord savoir quelle est cette association, depuis quand elle existe et qui est derrière. Alors déjà, tout d'abord, un grand merci de me rappeler pour le sujet dont on avait oublié de parler la dernière fois à la radio. Alors, je suis désolé, c'est un peu de temps. Keren Rajbi, c'est une association de bienfaisance qui existe depuis 10 ans. Donc on aide plus de 1800 familles à l'année. Donc que ça soit financièrement, que ça soit scolaire, que ça soit social, que ça soit alimentaire. Et toutes les fêtes comme Rosh Hashanah, les fêtes importantes, Sukkot, Pessah, etc. On prépare plus de 2000 colis qui sont livrés, préparés par nous-mêmes, avec de la viande, du poisson, des œufs, tous les produits, matières premières nécessaires à la maison. Et on s'occupe à côté de ça de beaucoup de cas très importants, dont des enfants placés dans des familles non juives, des enfants juifs placés dans des familles non juives, qu'on essaie de récupérer même dans des familles juives, des enfants juifs à l'assistance sociale. Voilà, on a des avocats qui nous aident tout durant l'année pour récupérer ces enfants, pour les placer, pour leur redonner une vie normale. Ça soit aussi pour des femmes en difficulté ou des hommes en difficulté. Alors on fait pas mal d'actions toute l'année, donc ça nous prend bien sûr presque la majorité de nos temps, on va dire aujourd'hui. On a des cas, voilà, on peut recevoir des coups de fil à 2-3 heures du matin, on envoie une équipe sur place et on est là pour n'importe quelle personne. Pour aider. On fait ça pour l'instant pour aider sur Paris, région parisienne. Et voilà, on a aussi beaucoup de cas en Israël qu'on aide, mais c'est principalement sur Paris, région parisienne. Principalement Paris, Île-de-France. Alors je vous demande juste de faire un tout petit peu attention au vent, si c'est possible de vous abriter, pendant que je vous pose la question suivante. Aujourd'hui, David Ababou, on est à l'aube des fêtes de Pessah et plus que jamais, vous avez besoin d'aide. Mais vous entendez aide financière ou aide dans la main-d'œuvre? Alors, principalement, ce qu'on va faire appel aujourd'hui, c'est sur l'aide aux préparations et livraisons des colis alimentaires. Parce que vous imaginez bien que 1800 livraisons, c'est un gros coût pour l'association. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'avoir un maximum de personnes volontaires qui peuvent venir nous aider le 13 et 14 avril. Donc le 13, ça sera la préparation des colis. Donc on va préparer les 1800 colis. Et le 14, le dimanche 14 avril, on va faire les livraisons. Et si chacun se manifeste et vient prendre même un paquet, déjà pour la mitzvah, c'est incroyable. Pour l'éducation des enfants, c'est incroyable de montrer qu'on aide son prochain. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Les enfants sont aussi appelés à vous rejoindre? Bien sûr. Déjà, on essaie de faire ça dans un contexte qui est incroyable. Donc, il y a de la musique, il y a de l'animation, il y a des jeux pour des enfants, il y a un buffet, etc. Et donc, toutes les ans, on a plus de 100-150 personnes qui viennent sur place nous aider à préparer les colis. Et cette année, on a mis quelque chose sur place qui sera mieux organisé.
niveau préparation des colis. Donc il y aura des équipes, des chefs d'équipe, etc. Donc c'est une soirée en même temps mitzvah, en même temps ambiance et en même temps aider son prochain, etc. David Ababou, il vous manque combien de personnes? Honnêtement, il nous manque beaucoup de personnes, surtout pour les livraisons. D'accord. Je fais un appel aujourd'hui à la radio. Principalement, je suis là pour parler de musique ou de mes derniers singles ou de mes derniers albums, etc. Mais là, je suis vraiment pour parler côté associatif. Et si on peut appeler un maximum de personnes, je peux pas donner les informations par téléphone pour une question de sécurité. Mais vous retrouvez tout sur le Instagram du Keren Rajbi. Vous allez sur Keren Rajbi sur Instagram. Il y a toutes les informations. Vous nous demandez. Et si vous pouvez venir nous aider à faire des livraisons ou à nous aider à préparer les colis, c'est extraordinaire et on compte vraiment sur vous, sur votre présence. Il y a tous les auditeurs de Radio J. Je vous dis merci d'avance. Alors, vous avez besoin de locomotion, j'imagine, de conducteurs, de camions, de voitures, tout ce qui est possible, en tout cas, de pouvoir voyager, aller dans tout Paris. Ce que je voulais vous demander, c'est important, hein, c'est un détail, mais est-ce que l'essence est prise en charge ou est-ce que vous dites quand même aux auditeurs venez, mais on peut payer l'essence, bien sûr. Ok, donc ça c'est ce qui semble être un détail, mais c'est une question qui se pose sincèrement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui puisse vous permettre de faire des allers-retours sans donner d'adresse. Est-ce que c'est dans l'est, l'ouest parisien que se trouve l'endroit où les colis seront faits? Je peux donner le quartier, c'est le Paris 18e. Très bien, voilà, ça suffit. Paris 18e, et les livraisons elles se font un peu dans tout Paris. Ça peut être Paris 19, Paris 18, Paris 15, Levallois, Sarcelles, Créteil, Bonneuil. Il y a des livraisons un peu dans tout Paris. Bien sûr qu'on peut payer l'essence. Chaque livreur est bien récupéré. Il y aura un petit sandwich, une boisson et un dessert qui lui sera donné juste avant de partir sa livraison. Voilà, c'est déjà pour faire participer un maximum de personnes à la mitzvah pour aider les pauvres à Pessah. C'est très important c'est une très grande mitzvah de savoir si son prochain a de quoi manger à Pessah. Bien sûr. Donc les personnes qui ne peuvent pas aider financièrement, mais s'ils peuvent aider en donnant un petit coup de pouce, un petit coup de main à préparer les colis et à venir faire une livraison, c'est pareil, la mitzvah est aussi importante. David Ababou, le 13 avril, ce sera donc la préparation des colis. Le 14 avril, ce sera la livraison. Est-ce qu'il y a un horaire à donner de présence? Alors le samedi soir, ça sera juste après Shabbat, la préparation. Okay. Et les livraisons démarreront à partir de 8h du matin. Encore une fois, sur l'Instagram Keren Rajbi, vous nous envoyez un message, on vous donne toutes les informations. Parfait. Par un message privé. Et je vous remercie déjà d'avance. Merci à toi, Sarah, d'avoir pris ça à cœur. Et Cyrielle, Sarah, pardon. Ça fonctionne, les deux fonctionnent très bien, David. David, en parallèle, je voulais vous demander, forcément, vous avez besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, mais on se pose la question de savoir comment cette association vit à l'année, qui sont les donateurs les plus réguliers et si forcément vous avez besoin, quand même, tout de même, de dons. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'on a besoin de dons parce que l'association nous coûte beaucoup d'argent, comme vous pouvez imaginer, toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, il y a des gens qui vont dans les supermarchés et pour que ça soit fait dans la discrétion, ils passent à la caisse comme si eux ils payaient, mais c'est l'association qui paye pour que la personne se sente vraiment comme les autres et qu'il n'y ait pas de différence. Donc, bien sûr, on a des gens qui font des courses dans les supermarchés dans tout Paris toute l'année sous notre association Keren Rajbi. On a des appels tous les jours pour des gens qui n'ont pas de quoi manger, des gens qui n'ont pas de quoi vivre, des gens qui n'ont pas de loyer, des gens qui ont des loyers mais qui sont expulsés. On a énormément vraiment plein de cas différents. On ne calcule pas le genre de cas qu'on va aider. On aide vraiment toutes sortes de cas communautaires et des fois même c'est non communautaire, mais principalement communautaire. Et l'association aujourd'hui, elle tient par un des fondateurs. Je ne donnerai pas son nom pour qu'il aime être discret. Que lui finance principalement 99% de l'association aujourd'hui. Mais tous les dons sont bienvenus et bien sûr, toutes les personnes qui souhaitent aider. Le panier vaut entre 150 et 180 euros, tout dépend des familles. Donc voilà, si une personne souhaite offrir un panier, on mettra le panier à son nom, à son mérite, et on offrira ce panier-là, ce colis de Pessah à la personne de la part de telle personne, etc. Est-ce qu'il y a un Serfa ou pas de Serfa? Bien sûr, il y a un Serfa. Okay. Il y a un Alodon Keren Rajbi. Vous allez sur le Alodon /Keren Rajbi, vous allez voir. Vous pouvez offrir un colis, vous pouvez offrir
boîte de matzah, pour offrir 1 kilo de viande, pour offrir un pack d'œufs, 1 litre de lait. Franchement, chaque don est le bienvenu. Et comme on dit, on espère que un jour dans l'année, Bezrat Hashem, ou une fois dans la vie, on n'aura plus besoin de ça et que tout le monde aura tous les moyens avec Mashiach, Bezrat Hashem à notre tête. Merci beaucoup David Ababou. Je rappelle qu'il y a forcément des gens qui nous entendent sur cette antenne et qui ont envie de réagir ou qui même se sentent concernés ou qui sont dans le besoin. Est-ce que vous les appelez aussi à vous rejoindre d'une certaine manière ou à vous demander de l'aide aussi? On a vraiment un suivi avec le nom, l'adresse de chaque personne. Très bien. Voilà, donc il suffit que s'il y a même une personne qui est dans le besoin, nous aurons un message sur Facebook ou même un numéro de téléphone sur le site. Alors, est-ce que vous voulez que je donne le numéro de téléphone ou on renvoie directement vers le compte de Keren Rajbi? Si tu l'as par cœur, oui. Je l'ai. Alors, ça permet aux auditeurs de prendre note et de prendre un stylo. Le compte Instagram, c'est le compte Keren comme le prénom Rajbi, Rachbi, et le numéro de téléphone, c'est le suivant. 06 13 42 50 31 06 13 42 50 31. Merci beaucoup David Ababou. Merci à toi. Avec grand plaisir. Que tout le monde passe de bonnes fêtes avec tout ce qu'ils ont besoin. Et on vous les souhaite aussi ces bonnes fêtes. Et puis même si c'est pas le sujet du jour, hein, on se fait plaisir, on va réécouter votre titre que d'ailleurs on a rentré en playlist pour l'information. On l'a rentré en playlist. Que vous le sachiez. Merci beaucoup David Ababou. Merci, avec grand plaisir. Belle fête de Pessah à toutes et à tous en parallèle. Merci David Ababou. Allez, on écoute Boïbé Shalom en duo avec Aliel, à retrouver sur toutes les plateformes mais aussi sur YouTube. Belle écoute sur Radio J. On revient dans un instant avec le portrait de notre invité. עם סגולה, תוך אמונה העם סגולה. בואי בואי בשלום, התרד בעלה, גם ברינה וצעולה, או בואי קלה, תוך אמונה ים סגולה. עם סגולה שמח תשמח רימה אהובי כשמח חי יצירך בגן עדן מקדם תוך אמונה עם סגולה תוך אמונה עם סגולה בואי בואי בשלום עטרת בעלה גם ברינה וסעולה בואי קלה תוך אמונה עם סגולה בואי קלה תוך אמונה עם סגולה תוך אמונה עם סגולה תוך אמונה עם סגולה בואי בשלום בואי בשלום בואי בשלום בואי בשלום בואי בשלום שלום עטרת בעלה גם ברינה ובצעולה או בואי קלה תוך אמונה עם סגולה או בואי קלה תוך אמונה עם סגולה
Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Myriam Boyer, et donc à ma gauche, il y a Joseph Agostini qui sans doute vous dit quelque chose ou pas, mais qui en tout cas se charge de votre portrait aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Myriam. Bonjour. Alors, j'ai essayé effectivement de brosser votre portrait en m'appuyant déjà sur les 3 mots que vous avez donnés à Cyrielle en début d'émission: justice, tendresse et rigolade. Je trouvais que c'était des mots très intéressants. Parce que c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez soif de justice et de simplicité. Vous avez tenté d'être à la fois grave et drôle, profonde et légère. Au fond, c'est difficile de tanguer comme ça entre ces deux accès d'humanité, au fond, si différents. Et vous avez plutôt bien réussi, avec beaucoup d'agilité en tout cas. Une agilité de vraie comédienne. Alors, d'abord, j'ai envie de vous dire que nous ne vous aimons pas avec un 1m80 blonde aux yeux verts. Hein. Certainement pas. Myriam, vraiment, il faut rester tel que vous êtes. Enlevez-vous ça de la tête, parce que la dactylofacturière que vous avez été semble contenir tous les personnages de ces romans réalistes qui arrachent les larmes à toutes les classes sociales. Vous avez fait autre chose qu'exciter les vieux du premier rang. Hein, comme l'avait dit votre mère. Vous avez fait rire et pleurer des théâtres entiers, des fourrures du premier rang aux gens du peuple. Et ça, je crois que vraiment, elle a certainement été bluffée, votre mère. Ah oui, après, oh là là. Après, voilà, c'est ça. Après la première réaction. Voilà. Il a fallu que je prouve. Hein. Alors, vous nous avez dit aussi une phrase très jolie. Il y a toujours un endroit où c'est beau. Vous vous souvenez de l'avoir dit? Oui. On s'en souvient pas. Parce que je le crois alors. Il y a toujours un endroit où c'est beau, et c'est vrai que avec vous, Myriam Boyer, sans flagornerie, la beauté est un peu partout parce qu'elle s'immisce dans toutes les causes qu'on vous donne à incarner. En quelque sorte, c'est la beauté au-delà des apparences, la beauté de la justice et de la justesse mêlée, celle que l'on retrouve sur les tréteaux et dans les salles obscures. C'est vraiment une beauté avec un grand B, comme dirait l'autre, c'est-à-dire quelque chose qui transcende finalement et qui est avant tout une éthique peut-être. La beauté d'une forme de fraternité. Mais c'est le théâtre. Transcender la beauté, je pense que c'est la base du théâtre. Oui. Oui, je pense. C'est cette transcendance qui mène à Dieu. En tous les cas, ça mène très très haut. Oui, dans sa tête. Au ravissement en tout cas. Voilà. Alors, faudrait-il donc venir du sous-prolétariat pour fréquenter à ce point toute la myriade des émotions humaines sans jamais être dupé par ces émotions? C'est une question que je vous pose. J'ai toujours dit que je m'en suis servi. J'avais l'impression de pouvoir appuyer sur tous les boutons parce que j'avais l'impression d'avoir vécu tout depuis que je suis toute petite. Oui. Et voilà, d'avoir vécu la violence, et puis de vouloir m'en sortir, de vouloir pas vivre la même chose. Et donc, dans ma vie, dans mon travail, il me semblait que j'avais comme un clavier et tout était là. Donc il fallait seulement bien trouver la bonne note. Sauf le petit bouton de l'arme nucléaire. C'est pas possible. Vous l'avez pas. Heureusement. Alors, au fond, vous avez quitté votre milieu d'origine, mais je dirais que lui s'est accroché à vous. C'est ce qui m'a vraiment touché, parce qu'il a donné cette coloration si particulière à votre manière de dire. Vous avez dit que vous aimiez bien pleurer, être malheureuse, et finalement porter ses chagrins en bandoulière. Il n'y a pas de complaisance, mais toujours du travail, pas d'atermoiement, mais une incarnation. Au fond, je crois qu'il faut aimer, quelque part, le malheur, mais l'aimer différemment quand on fait du théâtre. Oui, c'est en faire du bonheur. Oui. Voilà, c'est vraiment le transcender, donc en faire autre chose. Et ça, on a de la chance quand on fait ces métiers-là, quand on vient, justement, quand on porte tout ça en soi, de pouvoir l'exprimer de cette façon-là, dans la poésie, dans la beauté, dans les personnages. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai trouvé que là je parle comme un psychanalyste, mais que votre masochisme amoureux était très accessible. J'ai trouvé ça très beau, justement.
Il y avait une grande sincérité. C'est-à-dire que vous avez dit que vous aimiez être malheureuse. Et j'ai trouvé ça très sincère, très honnête. Beaucoup de gens l'esquivent, cette question-là. Hein. Elle est épineuse. Hein. On parlait de chansons. Hein. Oui, et je me souviens que j'aimais bien me mettre dans cet état-là pour purger quelque chose. Il y a sûrement, voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous nous l'avez dit avec une sincérité désarmante. C'est ça. En tout cas. Oui, c'est ça. Et puis aussi, j'ai trouvé que le lapsus de Cyrielle était intéressant au sujet de la lecture. Hein, parce que je me suis questionné aussi. Cette lecture n'est-elle pas la seule manière de s'élever dans le sous-prolétariat dont vous parlez? Cette absence d'empathie, finalement, de votre mère. Enfin, quelque chose. Elle était comme hermétique, en fait, au théâtre, au départ, à l'écriture, à la... Non, elle était surtout que c'était un monde qui lui faisait peur. Elle croyait que j'allais faire la pute. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'était clair. Parce et qu'elle elle avait tellement peur que je bascule. Comme je venais d'un milieu où c'était possible. Et donc, c'était l'angoisse. C'est-à-dire, le premier truc, elle me voit en collant noir sur une scène. Mais après, ça a été très, très vite le contraire. Elle a compris, au contraire, que... Oui. Et est-ce que vous pensez que cette lecture, justement, si on se mettait à lire dès le plus jeune âge, dans toutes les classes de la population, il n'y aurait pas cette possibilité, justement, d'unifier peut-être un peu les sensibilités, en tout cas, de leur permettre de s'accorder davantage? Moi, je dois reconnaître que c'est Planchon qui est venu dans nos classes à l'époque. Oui. Ça, c'était le côté formidable du TNP. Ils allaient dans les usines, dans les écoles. Et il avait monté les 3 mousquetaires. Et pour une gamine donc de 13 ans, d'avoir les comédiens qui jouaient au TNP les 3 mousquetaires, ça a été quelque chose d'énorme. Ça change des vidéos YouTube. C'est très important. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir un rapport avec les milieux artistiques quand on est gamin. Oui, quand on est gamin. Oui. Alors, on vous souhaite de jardiner, de cuisiner, de ne pas tout savoir, afin d'être longtemps à nos côtés sur scène, parce que voilà, le fait de tout savoir, mais j'ai entendu ce que vous disiez, ça m'a fait penser à la fameuse chanson de Jean Gabin, vous savez, maintenant je sais. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je terminerai par cette citation de Romain Gary. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du bien dans le monde, mais ils ne le font pas tout le temps. Et il faut tomber au bon moment, il n'y a pas de miracle, hein, disait-il dans La vie devant soi. Vous vous souvenez de ce passage ? Je me souviens pas de ce passage, mais il y a tellement de moments comme ça et que faut tout prendre. En tout cas, à voir tous les spectacles que vous avez portés, que vous avez endossés, je me dis quand même que pour vos spectateurs, il y a eu beaucoup de miracles. Et merci Myriam. Je vous remercie, c'est très beau. J'ai pas perdu mon temps ici. Non, j'ai bien Myriam Boyer. Superbe. Merci beaucoup Joseph Agostini, notre psychologue que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Famille des Agostini, du cinéma. Du cinéma, Agostini ? Faites partie du cinéma Parce que j'ai connu beaucoup d'Agostini. Nous possédons une île qui s'appelle la Corse, où tout le monde s'appelle Agostini, parce que c'est notre île. Les premiers caméramans, directeurs de la photo que j'ai connus, il s'appelait Agostini. C'était toute une famille à la télé. Bon, voilà. Merci pour cette jolie anecdote. En tout cas, voilà qui vous rapproche, Joseph Agostini, de notre invité aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission avec vous, Myriam Boyer, venue nous voir pour juste un souvenir. Interprétation d'une vingtaine de textes en passant de Jean Cocteau à Boris Vian, Marcel Mouloudji, Raymond Queneau ou encore Charles Trenet et Louis Aragon et bien d'autres. C'est le dimanche à 15h au Théâtre de Poche Montparnasse. Merci pour cet échange. Comme j'aime beaucoup tenir mes promesses, je vous offre un livre sur le jardinage. Merci d'être venu nous voir. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J. Merci. Merci à David Ababou de l'association Keren Rachbi d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. À noter que vous pouvez contacter cette association qui a grand besoin de votre aide, que cela soit sur Instagram ou au numéro suivant 06 13 42 50 31 06 13 42 50 31.
Voilà, merci à lui d'avoir été, David Ababou, mon coup de cœur sur Radio J aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Kali pour une rediffusion. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J. Malgré